Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG politique, 40 minutes en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions peuvent impacter directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Marie-Noëlle Battistel, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes députée de la 4e circonscription de l'Isère. C'est la plus grande du département. Oui, de loin. Près d'un tiers, je crois, à peu près du territoire, tout le sud de l'Isère. On va le voir sur cette carte, il y a l'Oisans, il y a le Vercors, il y a le Trièves. Vous faites combien de kilomètres par an pour circuler dans cette circonscription? Par an, sur 3 jours de la semaine, puisque les autres jours, je suis à Paris, mais c'est à peu près entre 40 et 50 000 kilomètres. Un tiers, vous dites un tiers. Effectivement, les 9 autres parlementaires de l'Isère se partagent les 2 autres tiers. Donc elle est effectivement extrêmement grande. Ça marche au nombre d'habitants, les circonscriptions. C'est ça. Il faut, là, sur ces territoires ruraux et de montagne, trouver les 100 et quelques mille habitants qui constituent normalement une circonscription. Ça fait 12 ans que vous êtes élu dans cette circonscription. Vous aviez pris la suite de Didier Migaud, le socialiste qui avait été nommé en 2010, je crois, à la tête de la Cour des comptes. Vous êtes également, depuis juin dernier, conseiller régional. Vous étiez la tête de liste en Isère des élections régionales. Vous siégez dans l'opposition à Laurent Wauquiez. Pourquoi avoir voulu solliciter un autre mandat? Celui de député n'était pas suffisant? Écoutez, il y a des moments dans la politique et dans la vie politique, il faut prendre ses responsabilités. On m'avait demandé de porter la liste et de pousser la liste. Vous connaissez le principe des listes régionales. Il faut forcément une tête de liste. Et donc, j'ai accepté de le faire. Et voilà, donc je suis effectivement aujourd'hui au Conseil régional et je siège dans un groupe d'opposition, évidemment. Ça veut dire aussi qu'on manque en Isère de locomotive au Parti socialiste? Le constat des dernières législatives a montré que effectivement le Parti socialiste a perdu beaucoup de parlementaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, mais ça veut dire qu'il y a eu quand même un affaiblissement de notre force iséroise. Mais au-delà des parlementaires, il y a aussi nombre d'élus ou de citoyens qui portent les valeurs du Parti socialiste. On n'est pas obligé d'être député pour pouvoir s'engager et porter les choses. Il y avait effectivement 7 députés isérois sur 10 à la précédente législative. Vous êtes la seule aujourd'hui en Isère encartée au Parti socialiste et à être encore députée. Au département, c'est passé de 12 à 4 représentants du PS. À la région, vous êtes 2 seulement, si mes comptes sont bons. Le PS isérois n'est pas menacé de disparition? Écoutez, chaque période a ses difficultés et ses particularités dans une vie politique. Aujourd'hui, il est vrai que la gauche est plutôt éclatée et assez peu audible. On en parlera probablement avec les dernières annonces, mais en tout cas, l'histoire montre qu'à chaque période, il y a des partis en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts et qu'ils n'existeront plus demain, mais ça veut dire qu'il y a un moment, l'attente des citoyens n'a pas été suffisamment entendue et il faut y être plus attentif et se réformer et évoluer et porter les choses peut-être différemment. Alors pour essayer de rebondir, la Fédération iséroise du Parti socialiste a tenu une conférence de presse il y a quelques jours. On en voit des images dans leur siège à Grenoble. C'était notamment pour essayer de lancer une dynamique en vue des législatives. On a du mal quand même à identifier un leader local. Il y a eu des grands noms comme Michel Desclot, comme André Valigny, comme Geneviève Fioraso, qui ont porté le PS isérois aux différentes victoires, à différents échelons. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cadre de Grenoble, Éric Piolle a annoncé qu'il ne serait plus candidat en 2026. Ça a été un bastion socialiste pendant de nombreuses années. Grenoble, j'imagine que le PS isérois dont vous faites partie a envie de reprendre la ville, mais on ne voit pas qui pourrait mener cette bataille. Écoutez, il reste encore 4 ans. Moi, l'histoire m'a montré, en tout cas le peu de recul que j'ai dans ma vie parlementaire, m'a montré que les élections se jouaient très peu de temps avant les échéances et qu'en 4 ans, il y a forcément des gens qui se préparent, qui émergeront. Et donc, c'est effectivement beaucoup trop tôt pour pouvoir se voir dessiner un dessin pour Grenoble demain.
Bon, alors avant les municipales, il y aura les législatives, ça c'est plus proche, c'est au mois de juin, ça vous concerne directement. Est-ce que vous serez candidate pour un nouveau mandat sur cette 4e circonscription? Alors, j'annoncerai cela en début d'année, donc je prendrai mes responsabilités à ce moment-là. Là, je suis sur beaucoup de missions sur cette fin de mandat, et donc je souhaite les mener de front et passer à l'échéance des législatives ensuite. Mais ça veut dire que votre décision n'est pas encore prise ou vous ne voulez pas pour l'instant l'annoncer? Ça veut dire qu'elle reste à s'affiner et à se prendre définitivement. Bon, on a du mal à imaginer que le seul député socialiste de l'Isère ne reparte pas au combat au mois de juin. Si vous repartez, ce sera forcément sous l'étiquette du PS? Oui. Non, je l'ai fait la dernière fois et je le referai cette fois-ci si je suis candidate. Bon, vous ne faites pas partie de ces socialistes qui seraient compatibles avec La République En Marche? Ce n'est pas une question de compatibilité. On peut être compatible sur un certain nombre de sujets, de textes. D'ailleurs, j'ai voté un certain nombre de textes à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'avais d'ailleurs dit pendant ma campagne, que je voterai les textes qui me paraîtront aller de l'avant et correspondre aux valeurs que l'on porte. Et puis, je me suis opposée assez fermement à beaucoup d'autres. Et donc, je ne me retrouve pas dans La République En Marche, où on a une petite partie de textes qui pourraient être considérés comme étant des textes de gauche, et quand même une grande partie des textes qui sont plutôt des textes de droite. Alors, avant les législatives, il y aura la présidentielle, qui d'ailleurs va certainement conditionner le résultat des législatives derrière. Vous soutenez sans réserve la candidature d'Anne Hidalgo? Bah, écoutez, là, effectivement, je vais apporter mon soutien dans sa candidature. À ce stade, elle est candidate, elle a fait des propositions, mais elle reste candidate. Et à ce stade, je soutiens toujours la candidature d'Anne Hidalgo, qui est notre candidate. Elle a annoncé cette semaine, peut-être un peu à la surprise générale, je ne sais pas si ça vous a surpris, vous, qu'elle proposait aux autres candidats de gauche de faire une primaire, comme ça, à quelques mois de l'échéance. Est-ce que déjà ça vous a surpris, cette proposition d'Anne Hidalgo? C'est une demi-surprise, parce que je pense que elle a fait un tour de France. Moi, je vois beaucoup de citoyens, beaucoup de militants, beaucoup de personnes de gauche qui me disent depuis des mois une seule chose: comment vous ne pouvez pas être unis à gauche, et comment se fait-il que vous soyez capable de proposer 5 candidats, 6 candidats? Et ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment un candidat. Donc je pense qu'elle a entendu exactement la même chose que moi pendant tous ces déplacements, et qu'elle a également pris ses responsabilités en proposant cette primaire citoyenne. Bon, peut-être à la surprise d'un certain nombre, mais en tout cas sur le fond, je pense qu'on le comprend assez aisément, et c'est ce que portent beaucoup de citoyens. Pour vous, elle ne touche pas le fond, comme l'a dit Patrick Kanner, qui est le président du groupe socialiste au Sénat? Là aussi, l'histoire nous apprend qu'on ne touche jamais vraiment le fond, et puis qu'il y a toujours des événements qui font et qui créent des dynamiques de campagne. Bon, force est de constater qu'à ce stade, la dynamique de campagne n'existe pas, et que cette multitude de candidats qui finalement portent sur un socle assez commun des idées que nous pouvons partager assez largement, ça éparpille évidemment, et ça ne crée pas une adhésion collective et une unité de la gauche. Vous, par exemple, en tant que socialiste, vous vous sentez proche des idées de Jean-Luc Mélenchon? Alors, quand on dit gauche, elle est très ample, la gauche. Elle va de Jean-Luc Mélenchon à la gauche très modérée. Sur un certain nombre d'idées, bon, moi au Parlement, par exemple, je siège dans l'allée, juste à côté des communistes et juste en dessous de la France insoumise. Et on constate quand même qu'on vote à 90% de la même façon. Après, il y a effectivement 10% des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et je pense que ce n'est pas grave, et qu'une gauche doit être diverse, comme la droite est diverse, parce qu'il n'y a pas plus d'adéquation très exacte entre Éric Ciotti, Valérie Pécresse ou d'autres. Et je crois que dans un parti, c'est plutôt sain aussi, en tout cas dans un mouvement, c'est plutôt sain qu'on n'ait pas tous la même idée sur tout, et que le débat, il doit se faire aussi en interne, et on doit trouver un chemin commun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est possible.
de trouver des chemins communs. Encore faut-il en avoir la volonté. Alors François Hollande, qui était à votre place il y a quelques jours dans le JT... Ne pense pas comme moi. Voilà, pense pas comme vous. Lui, il pense déjà que c'est trop tard, de toute façon. S'il avait fallu éventuellement réfléchir à un candidat unique de la gauche, il aurait fallu faire ça il y a 6 mois ou 1 an. Il y avait d'ailleurs eu des discussions entre les différentes forces politiques il y a à peu près 1 an pour partir éventuellement sur cette piste. Aujourd'hui, ça paraît improvisé de faire ça alors que les dépôts de candidature sont déjà lancés depuis plusieurs mois. C'est vrai que c'est un peu tardif, on peut considérer que c'est un peu tardif. En même temps, il y a 1 an, le contexte politique n'était absolument pas le même qu'aujourd'hui. On a quand même eu des changements assez importants. On a quand même une hystérisation du débat politique aujourd'hui. On a des discours assez violents, des discours de haine qui alimentent cette campagne présidentielle. Et peut-être faut-il aussi se reposer des questions différemment. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'on verra si les partenaires réfléchissent et regardent ça. Pour l'instant, ils ont répondu assez rapidement, peut-être trop rapidement et très nettement leur opposition. Peut-être faut-il rediscuter, voir. Bon, voilà, la balle est lancée, on verra. On verra la suite. Si jamais ils restent sur leur position, de dire non à cette primaire... Elle ne fera pas une primaire toute seule, évidemment. Non, elle ne fera pas une primaire toute seule, mais elle sera candidate. Est-ce que vous souhaitez qu'elle aille jusqu'au bout s'il n'y a pas d'autres opportunités? Il faut que le PS ait un candidat. Donc on verra, coûte que coûte, même s'il finit à moins de 5%? Écoutez, il y a... oui, je pense que les combats sont à mener. Les valeurs que l'on porte ne sont pas les mêmes qu'un certain nombre d'autres partis. Elles doivent alimenter le débat public. Et puis, c'est plutôt sain qu'il y ait une diversité dans les candidatures. Est-ce que pour mettre tout le monde d'accord à gauche, il ne faudrait pas un troisième homme, comme on dit souvent dans les conflits? Peut-être. Alors là, ça pourrait ou une troisième femme. Voilà, ça pourrait être une femme, puisqu'on parle de Christiane Taubira ces derniers jours. Ça vous paraît une piste intéressante? Peut-être que cette piste sera une piste. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a une proposition de Anne Hidalgo sur une primaire avec elle et d'autres. On verra demain s'il y a d'autres propositions. Mais en tout cas, à ce stade, c'est quand même très court pour pouvoir avoir un paysage arrêté. Bon, dans l'hypothèse d'une primaire et qu'au second tour de cette primaire, on est Mélenchon-Jadot, vous seriez plutôt de quel côté, vous? Déjà, je pense que Mélenchon n'ira pas dans la primaire. Il l'a dit vraiment très violemment. Et voilà, donc je pense qu'on peut déjà exclure ce cas de figure. Bon. Un autre cas de figure qui est plus probable, celui-là, c'est un second tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Dans ce cas-là, vous voteriez pour qui? Bon, déjà, on ne vote pas pour quelqu'un, mais pour un projet. Donc, on va voir déjà le contenu. On connaît quand même les projets des deux. On connaît les lignes. On connaît les lignes. Effectivement, moi, je me suis opposée pendant tout ce mandat à Emmanuel Macron. Je pense que je me suis opposée aussi très largement dans le mandat précédent, puisque j'avais fait les 2 dernières années du mandat de Nicolas Sarkozy. Je pense que, voilà, je prendrai là aussi mes responsabilités le moment venu, mais on peut assez bien deviner vers qui vous iriez. Bon, c'est pas le moment venu justement pour la France d'avoir une femme chef de l'État. Ce serait un beau symbole. Il aurait dû venir le moment encore plus tôt. Oui, il y avait eu Ségolène Royal. Mais on n'était pas, les Français et Françaises n'étaient pas prêts, sûrement. Aujourd'hui, oui, une femme, ce serait bien. Même Valérie Pécresse? Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui semble la mieux placée si on devait imaginer une femme au pouvoir. Pour l'instant, on n'a jamais eu autant de femmes candidates, donc on a le choix. Donc moi, je souhaite qu'une candidature de gauche puisse émerger de manière forte. Bon, ça pourrait aussi être une bonne façon de faire avancer encore peut-être un peu plus vite le droit des femmes. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup, notamment dans le cadre de vos responsabilités à l'Assemblée nationale. On a l'impression, par exemple, sur la violence faite aux femmes, que ça n'avance pas, que d'année en année, les chiffres sont les mêmes et qu'en fait, quels que soient les gouvernements, on n'a pas vraiment de solution efficace à proposer. Oui, effectivement, je suis vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai eu l'occasion pendant tout ce mandat de travailler sur beaucoup de sujets d'égalité femmes-hommes. Et puis, sur cette question des violences, je conduis actuellement une mission avec la présidente de la délégation aux droits des femmes sur les violences faites aux femmes et notamment sur un état des lieux des textes de loi qui ont été adoptés pendant ce mandat,
leur effectivité, leur mise en œuvre, et puis qu'est-ce qu'il reste à faire. Bon, moi, je dirais, et c'est une élue d'opposition qui parle, je ne dirais pas qu'il n'y a rien eu de fait sur ce sujet pendant ce mandat. Il y a eu des avancées importantes, il y a encore très récemment, mais ça demeure... Ça ne semblait pas efficace, en fait, les mesures ça qui étaient demeure prises. insuffisant, et on compte vraiment sur ce rapport pour pointer les freins qui sont encore présents et qui ne permettent pas d'avancer suffisamment. Bon, il y a la question des places, hein. C'est sûr, les places d'hébergement, c'est extrêmement important. Nous n'en avons pas assez, ni en Isère, ni en Rhône-Alpes, ni ailleurs. Donc il faut vraiment avoir une politique très volontariste en ce sens. Et puis souvent, on prévoit des places d'hébergement pour les victimes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi axer notre politique sur des places d'hébergement pour les auteurs. Parce que les auteurs, il ne faut pas les laisser dans la nature, il faut les soigner. Lors de la dernière audition, nous avons auditionné Monsieur Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et nous avons pu faire un point avec lui sur cela, lui relever aussi nos insatisfactions, et puis lui montrer que finalement les dispositifs n'étaient pas tous aussi efficaces qu'ils le paraissaient et qu'il fallait encore progresser en ce sens. Et nous avons d'ailleurs eu une démonstration avec un simulateur qui permet aussi la prise de conscience des auteurs. Et là, je pense que c'est aussi une vraie façon de voir les choses un peu différemment de ce qui s'était passé avant. Cette prise en charge des auteurs permet aussi à la femme de rester chez elle, à domicile, avec ses enfants. Et puis, il y a la question des bracelets électroniques qui devraient se démultiplier, qui sont évidemment pas suffisamment nombreux encore. Et ça, c'est un vrai progrès aussi qu'il faut noter. Ouais, qui permet de localiser les agresseurs potentiels. Et puis d'arrêter, de stopper la direction vers la femme, quoi. Dans cette même optique des droits, pour faire progresser le droit des femmes, le gouvernement a adopté il y a quelques jours une loi visant à renforcer le droit à l'IVG. Je sais que vous avez voté pour cette loi, puisque vous étiez co-rapporteuse. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors déjà, ce n'est pas le gouvernement qui l'a adopté, mais le Parlement. En général, le Parlement a encore ce pouvoir. Oui, mais c'est vrai que mon lapsus était peut-être un peu révélateur aussi du fait que le Parlement valide souvent ce que le gouvernement a décidé. Voilà. Alors effectivement, j'étais co-rapporteur de ce texte de loi, puisque on m'avait confié une mission d'information sur l'accès à l'IVG il y a 2 ans. Et dans cette mission, nous avons identifié les vrais freins à l'IVG, et on s'est rendu compte qu'il y avait, 45 ans après la loi Veil, encore des vraies difficultés en France, et que le droit n'était donc pas effectif. On a fait un certain nombre de propositions, et ces propositions ont été reprises dans un texte de loi, et ce qui m'a amené à être co-rapporteur dans les différentes échéances qui se sont déroulées sur ce texte, parce qu'il a déjà subi beaucoup d'allers-retours et beaucoup d'obstructions pour aller jusqu'au bout. Là, le gouvernement a décidé, après avoir été très largement sollicité par beaucoup de groupes politiques, de l'inscrire dans la semaine de l'Assemblée, et il a été enfin adopté à l'Assemblée. Donc nous espérons, et là c'est un vrai message que j'ai porté auprès à la fois du ministre de la Santé qui était au banc, mais aussi auprès du Premier ministre et du Président de la République. Il nous reste que 2 mois de mandat. Donc ça veut dire que l'aller-retour avec le Sénat doit être extrêmement rapide et revenir à l'Assemblée pour avoir une lecture définitive. Donc, surtout que les sénateurs sont peut-être moins ouverts que ils le rejetteront. Les députés. Ils le rejetteront, donc il y aura une CMP qui sera non conclusive, et donc encore un aller-retour. Tout ça est possible mathématiquement, avec le temps qui nous est imparti, et on compte bien finaliser cela. Et ce texte va permettre d'obtenir 2 semaines de délai supplémentaire, l'extension de la compétence aux sages-femmes, ça c'est aussi un sujet extrêmement important, qu'elles pourront demain pratiquer des IVG chirurgicales alors qu'elles ne pratiquent aujourd'hui que des IVG médicamenteuses. Alors tout ça évidemment
sur la base du volontariat, comme pour les médecins d'ailleurs, puisque je rappelle qu'il y a une clause de conscience qui s'applique et une double clause de conscience pour l'acte d'IVG, ce qui d'ailleurs n'a aujourd'hui qu'une seule raison d'être, c'est de stigmatiser cet acte médical. Et il y aura aussi la création d'un annuaire des médecins qui pratiquent les IVG, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de médecins ne pratiquent pas, c'est leur droit, mais ont l'obligation de renvoyer vers un collègue qui pratique l'IVG. Sauf qu'il renvoie souvent les femmes vers des collègues qui ne pratiquent pas non plus l'IVG. Et chemin faisant, les délais sont dépassés et on a aujourd'hui 3000 femmes qui se rendent à l'étranger, ce qui est évidemment inacceptable. Donc je suis assez contente que ça puisse aboutir et ça fait partie des lois que je vote avec enthousiasme. 14 semaines, ce sera le nouveau délai si la loi finit par être adoptée, au lieu de 12 semaines aujourd'hui pour pouvoir avorter en France. Ces questions sociétales, à votre avis, est-ce qu'elles vont vraiment peser, jouer un rôle central dans la campagne présidentielle ? Bon, écoutez, en tout cas, c'est une belle avancée pour le droit des femmes et ça, c'est déjà extrêmement important. Dans la campagne présidentielle, je pense que le débat qui nous attend aussi est celui de la fin de vie. Je pense qu'il pèsera. D'ailleurs, Anne Hidalgo a été la première à s'engager à inscrire ce texte dès le début du mandat. Et j'espère, en tout cas, je le demande, que tous les candidats s'engagent aussi là-dessus. Alors, je doute que Mme Pécresse le fasse, puisque les Républicains sont extrêmement opposés à une évolution de ce texte sur ce sujet-là, mais je rappelle quand même que 93% des Français sont favorables à une extension de ce droit. Donc on comprend d'ailleurs assez mal que politiquement le président de la République ne s'en empare pas. Ça ferait 93% de satisfaits. Ouais, c'est le droit de mourir dans la dignité, c'est l'euthanasie. Donc vous êtes favorable pour que ça devienne une pratique légale en France. Ça relève aussi de la libre disposition de son corps, comme pour l'IVG. D'ailleurs, la vaccination pose aussi cette question de la libre utilisation de son corps. La question aujourd'hui de la rendre obligatoire se pose. Il y a de plus en plus de politiques justement qui se positionnent là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis ? Alors moi, je suis habituellement guère favorable aux obligations. Je préfère convaincre plutôt que contraindre. D'ailleurs, j'ai une voix un peu dissonante dans mon parti, dans mon groupe, puisque le Parti socialiste a proposé la vaccination obligatoire. Bon, ce qu'on a aujourd'hui avec le pass sanitaire et les restrictions qui vont avec, c'est quand même quasiment une obligation vaccinale, puisque si on n'a pas le pass sanitaire, on se coupe quand même d'une vie sociale normale. Donc on n'en est pas loin. Mais je préfère vraiment qu'on aille vers de la conviction plutôt que de la contrainte. Oui, mais quand au bout d'1 an, on se rend compte qu'il y a quand même quelques millions de Français qui n'ont pas été convaincus. Il en reste assez peu suffisamment pour relancer une 5e vague. Mais voilà, suffisamment pour poser des problèmes, notamment à l'hôpital public qui n'a pas besoin de ça pour être en grande difficulté. Ces questions, ça dépasse souvent les courants politiques. Oui. Vous-même, au sein d'un même parti, on peut avoir des positions très différentes. On a l'impression que ça fait peur aussi un peu aux femmes et aux hommes politiques de se positionner clairement sur les questions sociétales aujourd'hui. Ça fait peur, ça fait partie aussi de nos responsabilités que de s'engager et de se positionner clairement. C'est vrai que quand on se positionne sur un certain nombre de sujets, eh bien, on reçoit quelquefois des flots d'insultes, de menaces, etc. Bon, pour moi, pour le texte sur le droit à l'IVG ou sur le texte sur la bioéthique ou sur celui de la fin de vie, j'ai reçu beaucoup de menaces de mort ou d'insultes. Voilà, moi je considère qu'un élu ne doit pas être attaqué par les textes, par les valeurs qu'il porte et les idées qu'il porte, et que chacun doit être respecté pour ce qu'il porte, autant que moi je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et qui font de l'obstruction contre l'IVG parce que ce n'est pas dans leurs valeurs, parce que ce n'est pas dans leurs idées, et ils ont tout à fait le droit de s'y opposer. La GPA, c'est un sujet aussi sensible.
Est-ce que vous avez un avis tranché sur cette question? Mais je crois que sur toutes les lois de bioéthique, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi à l'intérieur d'un groupe des appréciations et des positions qui sont divergentes. Ça participe souvent de notre vécu personnel ou des gens qu'on rencontre, des histoires qu'on vient nous raconter. Moi, je sais que sur la fin de vie, il y a énormément de personnes qui viennent à ma permanence et qui me relatent la difficulté qu'ils ont eue et l'accompagnement de leurs proches. Et ça marque forcément un ennemi et ça nous forge aussi une opinion. Donc moi, quand je rentre dans ce genre de texte, je n'ai pas de position vraiment arrêtée et on peut évoluer aussi au fil des débats parce qu'on a entendu des témoignages ou parce qu'on a des positions qui nous paraissent pas totalement bien posée. Voilà, donc à ce stade, moi j'étais extrêmement favorable à la PMA, donc j'ai aussi voté avec deux mains ce texte auquel j'ai beaucoup participé, notamment dans la bioéthique et sur ou le DPI et un certain nombre de sujets. Sur la GPA, je crois que c'est un autre débat. Aujourd'hui, les Français et Françaises étaient prêts pour le mariage pour tous, prêts pour la PMA, pas tout à fait prêt, pas du tout prêt pour certains sur la GPA. Je crois que c'est un débat d'un autre mandat ou voire le suivant. Mais en tout cas, ce n'était pas le moment. Ce ne sera pas donc un des projets politiques des futurs candidats de gauche? Non, je pense que ce ne sera pas une question. À l'Assemblée nationale, vous faites aussi partie de la commission économique. Sur votre circonscription, on a beaucoup parlé ces derniers mois de l'usine Ferropem à Riou-Pérou. Je sais que vous êtes mobilisé pour cette usine dans la vallée de la Romanche, une usine qui était menacée de fermeture avec, on voit les images, 129 emplois à la clé et un impact aussi important pour tout le tissu local. Finalement, cette usine qui produit du silicium ne fermera pas. Les postes, en tout cas les emplois en Isère, ont été sauvés. Là, le gouvernement a été efficace sur ce dossier? Alors déjà, je suis extrêmement heureuse qu'on ait eu cette fin positive sur ce combat qui a été mené pendant des mois, puisque l'annonce a été posée de ce plan social par la direction il y a plusieurs mois. Et je voulais encore une fois, et là je l'ai dit à chaque fois que je l'ai pu, saluer l'attitude exemplaire des salariés de Ferropem, parce qu'ils ont vraiment... je pense qu'il y a assez peu d'entreprises en France où un plan social pesant sur leur tête, ils ont continué à travailler tous les jours, sans jamais un jour de grève. Ils ont allumé les fours le matin et en fait leur objectif était de montrer à la direction que cette usine était viable, qu'elle était rentable et que si on la fermait, c'était pour des raisons totalement financières ou de cash pooling qui remontait dans la maison mère et pas de la performance et de la compétitivité de cette entreprise, qui nécessite d'ailleurs des travaux d'amélioration et d'encadrement complémentaires. Mais en tout cas, le combat, il a été mené dans cet esprit. J'ai donc accompagné les salariés semaine après semaine. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le cabinet de la ministre et on a eu des réunions assez régulières et quand il n'y en avait pas, je les sollicitais. Et la direction aussi, je l'ai eu très régulièrement et je pense qu'on ne pouvait pas fermer cette entreprise avec les résultats qu'elle a produits pendant ces 6 derniers mois. Pour répondre à la question que vous me posez sur le gouvernement, oui, je pense qu'il a été engagé auprès de l'entreprise, qu'il a fait des propositions plutôt très fortes au groupe de direction qui n'ont pas été forcément acceptées puisque les conditions, elles étaient, les subventions qui auraient pu être octroyées notamment pour des process de décarbonation et donc de réduction des coûts d'énergie qui sont extrêmement forts dans ce type d'entreprise, n'ont pas été acceptées parce que la condition première était le maintien des 2 sites. Et aujourd'hui, à ce stade, un seul site a bénéficié de la levée du plan social. Donc l'entreprise a décidé de se passer des aides de l'État et de plutôt fermer un site. On en est là. L'État a néanmoins fait voter au Parlement il y a 15 jours pour l'ensemble des entreprises électro-intensives une avance de
de la compensation carbone qui sera donc versée une année avant. Au lieu d'être N+1, ce sera N. Donc ça permet aussi d'avoir une visibilité financière plus sereine pour l'entreprise. Bon, l'autre site que vous évoquez, il se trouve en Savoie. Château-Feuillé, oui, c'est ça. Effectivement, dans une autre vallée de montagne, la vallée de la Romanche que l'on vient de voir avec l'exemple. Et peut-être pour finir là-dessus, parce que tout à l'heure on parlait un petit peu du Parlement et de son fonctionnement, je pense que dans la vie d'un parlementaire, en tout cas d'un parlementaire comme moi, c'est une belle victoire collective que ce maintien de ce site. Et c'est là où, de temps en temps, on se dit qu'on a quand même été utile dans notre mandat. Et voilà, c'est la déclinaison concrète des combats qu'on peut mener. Il y a les combats dans l'hémicycle et il y a aussi les combats sur le terrain. De long terme, parce que c'est souvent de long terme. Il faut être pugnace et ne jamais lâcher. On va évoquer justement un autre combat de long terme que vous menez dans cette vallée de la Romanche qui est dépendante économiquement aussi de ces barrages hydroélectriques. Et c'est Jean-Charles Collaroy qui était l'invité du QG Politique la semaine dernière, autre député isérois mais de La République En Marche. On lui a demandé de vous poser une question. Il a choisi cette thématique. On l'écoute. Eh bien, Marie-Noëlle, nous nous croisons souvent à l'Assemblée nationale. Tu es dans la commission des affaires économiques, moi je suis dans la commission développement durable et aménagement du territoire. Et depuis 10 ans, tu te bats pour le renouvellement des concessions des barrages hydroélectriques. Nous sommes dans une région où l'histoire de la houille blanche est vraiment très structurante et fait partie de notre patrimoine. Alors, tu as failli y arriver, ça fait 10 ans que tu mènes ce combat. Tu sais que je suis à tes côtés et que nous menons souvent ces combats en commun. Donc, est-ce que tu penses que nous allons bientôt aboutir dans les mois, dans les années qui viennent, pour enfin mettre fin à ce statu quo sur le renouvellement de l'exploitation des barrages hydroélectriques dans notre région ? Alors on peut peut-être rappeler le problème, enfin en tout cas ce que vous estimez est un problème, la menace qui pèse sur ces barrages hydroélectriques. Alors, la menace qui pèse depuis 10 ans sur les barrages hydroélectriques français, elle vient d'une décision du ministre Borloo qui en 2009 s'est engagé auprès de la Commission européenne à remettre en concurrence tous les ouvrages qui arrivaient en fin de concession, donc à échéance de terme. Ce qui concerne aujourd'hui 150 barrages français, ce qui est énorme par rapport c'est plus du tiers de la production qu'exploite EDF aujourd'hui. Et donc, moi, quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2010, juste à ce moment-là, je me suis dit, mais comment c'est possible de proposer quelque chose comme cela ? Et donc, je me suis intéressée petit à petit à ce sujet. Et je m'en suis donc emparée. Et depuis, je ne l'ai pas lâché. Et ça fait partie des sujets de vraiment très, 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 très long terme. Parce que je ne passe pas une semaine à l'Assemblée sans en parler depuis 10 ans. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis très engagée. Pour plusieurs raisons, parce que encore moins aujourd'hui qu'hier, il ne faut se séparer de cet outil de production hydraulique, puisque, on en parlera peut-être, mais le mix énergétique qui s'annonce devant nous, c'est une diminution de la part du nucléaire au profit d'une progression des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont quasiment à ce stade toutes intermittentes, et donc l'outil hydraulique et donne cette capacité de stockage et cette flexibilité dont les énergies renouvelables ont besoin pour assurer l'équilibre du système électrique. Donc ça doit relever totalement d'un régime public et non d'un système marchand comme la Commission européenne voudrait que ce le soit. Donc au début de ce combat, il y a 10 ans, je peux vous avouer que j'étais quasiment toute seule. On était très très peu nombreux. Aujourd'hui, on a réussi à fédérer. Au début du mandat, chaque groupe politique, c'est vrai que quand j'avais produit un rapport en 2013 et quand le renouvellement de 2017 a été extrêmement large, j'ai demandé à la Commission des affaires économiques de pouvoir refaire une petite mission flash d'état des lieux et surtout permettre aux nouveaux parlementaires de s'emparer de cette question qui est une question quand même qui était assez confidentielle et assez connue des initiés seulement.
Et donc aujourd'hui, ça a pris vraiment une ampleur beaucoup plus large et nombre de groupes politiques s'en sont emparés. Et puis beaucoup de citoyens, puisqu'on a produit des films et je fais un peu le tour de France avec ce film. Et il y a des débats juste après. Et les citoyens, quand ils voient le rôle de l'hydroélectricité en France, et puis ils considèrent que c'est leur patrimoine. C'est aussi une question patrimoniale. Et puis la dernière raison, c'est que seule la France mettrait en concurrence ces ouvrages hydrauliques. Parce que les autres pays ont pris un peu d'avance et ont sécurisé leur dispositif. La concession a déjà été renouvelée. Alors déjà renouvelé, ou alors ils ont instauré un système où il y a effectivement une mise en concurrence, mais seules les entreprises, par exemple, qui possèdent 75% de leurs capitaux publics peuvent concourir. Donc si on met cette condition en France, évidemment qu'il n'y a que EDF qui pourra concourir. Donc ils ont suffisamment encadré et donc ce qu'ils souhaitent, c'est venir chez nous alors que nous, on ne pourrait pas venir chez eux. Donc cette non-réciprocité est aussi scandaleuse. Donc pour toutes ces raisons, je continue à combattre. Alors Jean-Charles disait tout à l'heure qu'on avait failli y arriver parce qu'il y a eu le projet Hercule, qui est le projet de la réorganisation d'EDF, qui composait 3 piliers. Une meilleure rémunération du nucléaire qui aujourd'hui est soumis à l'Arenh, qui est un dispositif de combustible, de volume de combustible, de volume de nucléaire qui doit être octroyé aux concurrents d'EDF par EDF, qui représente à peu près 25% de sa production, à des prix qui sont en dessous des coûts de production. Donc on a une vraie question de la rémunération du nucléaire. Et puis ensuite, il y a la sanctuarisation de l'hydroélectricité dans un pôle public. Donc ces 2 piliers étaient compris dans le plan Hercule. Et puis le 3e qui posait problème, c'était le pôle Enedis commercialisation et les énergies renouvelables, qui était dans un pôle qui aurait été ouvert aux capitaux privés, ce qui a posé problème à l'ensemble des syndicats d'EDF et puis à l'ensemble des parlementaires qui se sont assez mobilisés contre ce projet, qui du coup a été abandonné, remis à plus tard, et donc l'hydroélectricité est toujours soumise à une éventuelle nouvelle mise en demeure de la Commission européenne. Mais je crois que quel que soit le président de la République demain, il ne pourra pas proposer une ouverture à la mise en concurrence de ces ouvrages parce qu'il y a une appropriation aujourd'hui beaucoup plus forte. Il aura la population contre lui. Et voilà, que je sois parlementaire ou pas, il m'aura aussi contre lui. Ça ne vous a pas échappé que c'était le président français qui aujourd'hui était le président de l'Europe pendant quelques mois. Je ne sais pas si ça peut avoir une influence. Je compte qu'il le porte, mais comme il y a beaucoup de choses à porter, je ne suis pas sûre que ça sera de sa priorité, mais en tout cas, c'est un de mes souhaits qu'il puisse s'emparer de cette question-là. Vous évoquiez le nucléaire. Emmanuel Macron, justement, a annoncé il y a quelques jours que de nouvelles centrales nucléaires allaient être construites en France. Ça paraît un peu contre-intuitif par rapport notamment à la baisse du nucléaire que beaucoup réclament. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un choix, on va dire, inéluctable, un principe de réalité qui s'impose au chef de l'État? Un chef de l'État qui dit « je suis favorable à », j'entends. Chef de l'État qui dit « nous lançons dans la construction ». Moi, je pense que ça relève d'un débat parlementaire. Il y a une loi qui est prévue en 2023. C'est pas à lui de décider. Non, c'est le projet du mix énergétique de la France de demain et de l'Europe, parce que c'est tellement lié à la question européenne. On n'a peut-être pas le temps, mais la question des prix de l'énergie aujourd'hui est une question extrêmement importante également. Et on voit combien on est aussi tributaire d'autres pays dans ce cadre-là. Mais pour revenir sur le nucléaire, ça relève vraiment du débat parlementaire et je crois que ça fera partie aussi des discussions pendant ces élections présidentielles. Et si on veut revenir 2 minutes sur le rapport qu'a produit RTE, où il a proposé 6 scénarios pour le mix énergétique de demain en France, on voit quand même que dans chacun des scénarios, il y a une progression importante des énergies renouvelables qui est posée, avec des scénarios qui vont de 100% de nucléaire à 0% de nucléaire, où chacun pourra faire, entre guillemets, son choix, mais surtout aussi qui nous projette dans une réflexion où, quelle que soit la solution qu'on va proposer, il y a forcément une modification des comportements qui va avec,
et pour certaines, une vraie modification de la société. Vous ne le soutenez pas forcément là, dans sa volonté de redévelopper des centrales nucléaires en France? Moi, je dis que c'est à nous de décider. Mais vous avez déjà votre idée, quand même. Comment ? Vous avez déjà une idée sur ce que vous auriez envie de décider? Oui, alors après, quand on dit qu'on veut réduire le nucléaire, et moi je fais partie de ces élus qui pensent que, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait projeté dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015, dont j'étais rapporteur, c'était d'avoir une progression de diminution de l'énergie nucléaire jusqu'à 50% au moins, et en parallèlement à la progression des ENR. Donc c'est dans cet axe-là qu'il faut travailler, mais on prend beaucoup de retard sur la progression des énergies renouvelables. Donc, est-ce que les anciennes centrales vont attendre jusque-là? Il faut vraiment qu'on mette la vitesse supérieure pour les énergies renouvelables. Et là, on tombe aussi sur la question de l'acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable. Et puis, on tombe aussi sur notre inefficacité collective à réussir dans la réhabilitation thermique des bâtiments qui pèse énormément dans la consommation électrique ou pas, mais en tout cas dans la consommation d'énergie. La meilleure énergie, paraît-il, c'est celle qu'on ne consomme pas, effectivement. Voilà. On va garder quelques minutes pour parler d'un autre sujet qui concerne beaucoup de monde ici en Isère, qui vous concerne aussi, vous, un peu plus directement, parce qu'il y a de nombreuses stations iséroises dans votre circonscription, entre le Vercors, entre les grandes stations de Loisan, même les petites du Trièves. Il a beaucoup neigé ces derniers jours, donc toutes, je pense, abordent cette saison avec optimisme. C'est de bon augure pour toutes ces stations, même si on a repéré cette semaine dans la presse que certaines d'entre elles, notamment les petites, avaient beaucoup de mal à recruter des saisonniers. Ça paraît paradoxal, mais maintenant qu'il y a de la neige, elles vont peut-être pas pouvoir ouvrir comme elles le veulent à cause du manque de main-d'œuvre. Oui, effectivement, déjà, on ne peut que se réjouir de cette abondance de neige cette année qui va venir quand même compenser l'hiver dernier où les stations sont restées fermées et où le monde économique de la montagne était quand même en berne. Là, tout le monde reprend le sourire, mais effectivement, j'étais encore avec le président de Domaine skiable de France hier, puisque je conduis aussi une mission avec une collègue sur le tourisme en montagne et les enjeux du changement climatique, la mutation des métiers, etc. Et donc, on évoquait ces sujets-là. Et il me rappelait effectivement qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de stations qui peinent à recruter. Alors, pour les remontées mécaniques, mais aussi beaucoup dans la restauration ou l'hôtellerie. On a ces métiers qui sont des métiers souvent saisonniers ou de la pluriactivité qui mérite aujourd'hui. Et je crois qu'on va vraiment peut-être prendre conscience avec cette pénurie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que dans les métiers, ce qui n'est pas comparable, mais dans les métiers des soins ou des services à domicile, on a exactement le même problème. Aujourd'hui, on a des métiers qui sont peu attractifs parce que souvent assez mal payés, avec des temps découpés. La question de la saisonnalité, la pluriactivité, c'est une vraie question de statut du saisonnier ou de statut du pluriactif. Donc c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut travailler. Mais néanmoins, effectivement, là, tout de suite, pour trouver des personnels, il y a deux conjonctures. Il y a celle de la vaccination, puisqu'il faut le pass sanitaire, et les saisonniers l'ont pas forcément, et donc ça enlève cette partie-là. Et c'est à peu près 5 à 10% du personnel manquant aujourd'hui, ce qui peut effectivement empêcher soit une station d'ouvrir, soit qu'elle ouvre de manière partielle. Et surtout des restaurateurs. Moi, j'avais des hôteliers qui me disaient, mais on va fermer le restaurant le midi parce qu'on n'a personne pour servir. Donc c'est un vrai problème. Donc il faut aussi trouver les clés et asseoir de manière peut-être beaucoup plus solide le statut du saisonnier et le statut du pluriactif. Il y a un autre problème qui attend ces stations, même si la neige est abondante en ce début d'hiver, les scientifiques nous annoncent qu'elle va disparaître petit à petit, jusqu'à disparaître complètement pour certaines stations de moyenne altitude dans quelques décennies. On a l'impression que tout le monde aujourd'hui a pris conscience de ça, de ce réchauffement climatique et du fait que certaines stations ne pourront plus fonctionner. Pour autant, on a l'impression que sans le ski, il n'y a pas de solution qui émerge pour faire vivre le tourisme de montagne.
Il est vrai que les scientifiques ont posé ce constat. Aujourd'hui, effectivement, vu l'abondance de la neige, on pourrait se dire, non, il y aura des irrégularités très importantes, et ils l'ont dit, il y aura des saisons avec beaucoup de neige et puis des saisons avec très peu de neige. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans, mais aujourd'hui, pour travailler énormément avec les acteurs de la montagne, pour avoir beaucoup travaillé pendant ces 2 ans de crise avec eux notamment, et pour avoir participé aux états généraux de la transition du tourisme en montagne, qui ont été à la fois une manifestation nationale, mais aussi déclinée dans les territoires, vous aviez autour de la table des gens qui ne se parlaient pas. Quand on met DSF, l'association des maires de station, l'association des élus de montagne avec Mountain Wilderness ou d'autres. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Le fait qu'ils parlent ensemble, que chacun comprenne l'autre aussi. Et ça ne peut que déboucher sur une bonne perspective avec une prise en compte de ce changement climatique qui n'est pas pour demain dans nombre de stations, parce qu'il y a aussi des études qui montrent que les stations de haute altitude notamment, mais pas que, parce qu'il y a aussi la question des versants qui est importante et pas que l'altitude dans le ski, montrent qu'il y a un certain nombre de stations, notamment dans ma circonscription, qui ont encore un bel avenir devant elles. Mais je crois qu'il est nécessaire d'envisager de commencer à préparer justement la diversification et une saison d'été plus confortable. D'ailleurs, beaucoup de Français et Françaises aujourd'hui vont à la montagne l'été, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc les chiffres d'affaires de l'été commencent à progresser et il faut que le produit ski puisse financer aussi cette diversification, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de catastrophisme, il ne faut pas avoir de dogme dans ce sujet-là, et il faut vraiment raisonner territoire par territoire, parce que tout le monde ne sera pas impacté de la même façon, et puis surtout projet par projet, et de voir comment on peut envisager l'avenir de manière sereine sur les 50 ans qui viennent, et ça ne sera pas de la même façon à l'Alpe d'Huez qu'à l'Alpe du Grand Serre, ou ça ne sera pas de la même façon en Savoie qu'en Isère. Donc vous validez le plan montagne proposé par la région et Laurent Wauquiez, qui notamment permet d'aider les investissements en canons à neige pour les stations de moyenne montagne. Ça va quand même dans le bon sens? Beaucoup moins que précédemment, parce que d'abord je pense que beaucoup de stations sont équipées aujourd'hui, et nous avons demandé par voie d'amendement, c'est Guillaume Lacroix qui l'avait proposé d'ailleurs, que la part de financement qui était prévue par les enneigeurs, la neige de culture, puisse avoir le même montant attribué à la diversification, ce qui n'était pas le cas dans le projet du président Laurent Wauquiez, qui a été accepté. Donc nous votons le budget la semaine prochaine. J'espère que ce sera dedans. Parce que je pense qu'il y a encore quelques petites antennes, effectivement, de neige de culture à faire, mais qu'il y a vraiment un effort important à accompagner les territoires sur de la diversification quand ils sont prêts à la faire. Et il y a déjà nombre de territoires qui s'y engagent. Donc on ne peut pas accepter dans un projet de montagne durable, puisque c'était le plan montagne, c'était le plan montagne durable, qu'on ait 1/5 de la part de la neige de culture qui était octroyée à la diversification. Donc à part égale, ça montre aussi cet engagement vers la montagne de demain. Très bien, merci Marie-Noëlle Battistel. Il vous reste une dernière mission, poser une question à notre prochain invité. Alors lui, il connaît bien aussi la montagne et les territoires de moyenne montagne, puisqu'il a fait sa carrière politique depuis le plateau du Vercors. C'est Jean Faure, qui a été sénateur en Isère pendant pratiquement 30 ans, qui est retiré de la vie politique depuis quelques années, qui vient de sortir son autobiographie aux éditions Glénat. Donc on aura son regard dans la prochaine émission. Je vous laisse lui poser la question que vous avez envie. Eh bien, bonjour Jean. Tu as été l'initiateur de la loi montagne, de la première loi montagne. J'ai beaucoup travaillé sur la deuxième loi montagne. Nous partageons la même passion pour ces territoires.
Tu as participé, comme moi d'ailleurs, aux États généraux de la transition des métiers de la montagne et du tourisme en montagne, notamment à la FRAT, où nous nous sommes vus. Est-ce qu'on pourrait avoir ton point de vue et ta vision de la montagne de demain, toi qui es considéré aujourd'hui comme un des sages dans nos territoires? Et ben voilà, le sage vous répondra, Marie-Noëlle Battistel, à l'occasion de la prochaine émission. Merci en tout cas d'être venu dans le QG politique de Télé Grenoble. Vous pourrez revoir toutes nos émissions en ligne sur le site télégrenoble.net. Merci.